L'exposition L'Histoire commence en Mésopotamie au Louvre-Lens a été préparée en 1 an et demi après la demande de penser une exposition présentant la Mésopotamie antique à un grand public, aussi bien qu'à un public averti, donc demandée par le président directeur du Louvre et surtout le président de la République. Non, je ne dirais pas ça et j'espère que le titre n'engage pas à penser qu'en effet tout viendrait de Mésopotamie qui plus est. Donc je crois, et on a essayé de le rappeler tant dans l'exposition que dans le catalogue, que l'on a trop souvent fantasmé sur le fait de trouver l'origine première et unique de tout. Comme on a dit que la Mésopotamie était une terre de métissage, et bien de même, on peut constater que si l'on a hérité, en effet, de manière directe, indirecte, d'un certain nombre d'éléments tout à fait fondamentaux de l'antique Mésopotamie, elle-même n'était que le résultat d'un mélange culturel, religieux, politique et j'en passe, qui par ailleurs s'est fondu. On revient aussi dans l'exposition sur l'histoire qui est fascinante mais très complexe de l'oubli et de la mémoire de la Mésopotamie depuis la fin de l'Antiquité, et pendant 2000 ans on l'a oubliée, on l'a rejetée, on l'a détruite, on l'a aussi assimilée, reconstruite, admirée, repensée, rêvée, fantasmée même dans certains cas. Donc par conséquent, il n'y a pas d'origine de tout, du tout. La Mésopotamie, dans l'état de nos connaissances, n'est qu'un des plus anciens jalons connus, ce qui n'exclut absolument pas, et bien au contraire d'ailleurs, je crois, doit même plutôt motiver le fait de trouver les jalons qui manquent. Aujourd'hui, on fouille par exemple dans le plateau iranien, on fouille un peu partout en Orient et même au-delà de l'Orient, et on peut tout à fait découvrir des choses qui remettraient en cause ce qu'on présente dans l'exposition, ou plutôt d'ailleurs qui ne ferait que nous faire mieux comprendre dans quelle mesure ces Mésopotamiens, puisque ça aussi c'est une appellation anachronique, ont imaginé et développé ce que d'autres avant eux avaient fait pour que nous encore, un peu plus tard, eh bien, on continue ce qu'on appelle la civilisation. Alors les scribes de Mésopotamie étaient assez nombreux surtout, c'est-à-dire que c'est le pays de l'écriture, c'est souvent comme ça que le grand public le connaît à juste titre. Or les scribes c'est-à-dire que c'est le pays de l'écriture aussi au sens où beaucoup, sans doute, bien plus que ce qu'on a souvent pensé, savaient lire et écrire. En revanche, on constate que c'est un système d'écriture qui est assez complexe, qui par ailleurs, contrairement à l'Égypte, a noté un assez grand nombre de langues, qui par ailleurs sont décomposées en dialectes et en niveaux de langue selon les périodes, ce qui ne facilite évidemment pas la tâche de l'épigraphiste, mais qui en revanche, si on se remet dans un contexte beaucoup plus pragmatique, de se dire tel scribe dans telle ville, il sortait peut-être pas beaucoup de sa ville, donc il n'avait pas besoin de connaître toutes ces langues, il connaissait son dialecte, et selon sa tâche, eh bien, il avait à maîtriser plus ou moins cette écriture, une langue plus ou moins complexe, plus ou moins d'ailleurs, si c'est de l'akkadien totalement vivant, bon c'est la langue qu'il parle, si c'est du sumérien,
sumérien, en revanche, c'est déjà un lettré un petit peu plus formé qui pratique une langue qui, à partir du 2e millénaire, est une langue morte, entre guillemets, une langue de lettrés. Donc tout ça pour dire que beaucoup plus que ce que l'on a souvent dit savaient sans doute lire et écrire, mais en revanche, on a des scribes, et puis au-delà des scribes, des gens qui n'ont pas du tout le même niveau de compétence en matière d'écriture. Eh bien, Nabuchodonosor II, c'est un roi de Babylone, un roi de l'époque dite néo-babylonienne, celui qui marque ce que l'on considère comme étant l'apogée du pouvoir de Babylone d'un point de vue politique, puisqu'il règne sur un empire qui domine notamment tout le Levant, c'est-à-dire la façade de la Méditerranée orientale, et qui a d'ailleurs laissé un souvenir dans la Bible. On raconte même qu'il sera changé en bête pour son impiété et avoir détruit le temple de Jérusalem. Or, nous, dans l'exposition, si on le rappelle aussi sous cette forme, parce que l'on revient au début sur les connaissances que pouvaient avoir ceux qui, au départ, n'avaient aucune idée des vestiges matériels, c'est-à-dire au 19e, quand on va fouiller Babylone ou Ninive, eh bien, ce que l'on en connaît, c'est avant tout ce qu'en dit la Bible. Mais ces mêmes fouilles ont remis au jour une autre réalité, une réalité matérielle, mais qui elle-même avait été filtrée de ce qu'en avaient laissé ces rois eux-mêmes. Donc on a retrouvé Babylone, on a retrouvé des textes, et dans l'exposition on a des textes, des objets inscrits au nom de Nabuchodonosor II, de même qu'on a des vestiges monumentaux des grands travaux qu'il avait pu faire à Babylone, par exemple le fameux lion de Babylone qui est exposé un peu plus loin. Donc, pour vous répondre, Nabuchodonosor II, c'est certes un roi guerrier, un roi, disons, qui a marqué son pouvoir de manière sans doute violente sur un certain nombre de territoires, mais c'est aussi un roi qui, dans ce même contexte, par l'afflux de main-d'œuvre, d'argent, de pouvoir d'une manière générale, a pu reconstruire toute sa région natale en quelque sorte, c'est-à-dire la Babylonie, le sud de la Mésopotamie, et encore plus Babylone. Et on considère que même s'il n'est pas le seul, la gloire de Babylone, l'admiration des Antiques pour Babylone, quand quelques siècles plus tard Hérodote y va et trouve que c'est la plus belle ville du monde, c'est aussi parce que ce qu'il voit, ce sont les grands travaux de Nabuchodonosor II, son père et ses successeurs. Un des épisodes les plus fameux, je dirais, de Gilgamesh, roi d'Uruk, c'est sans doute sa victoire sur le démon Humbaba. Humbaba qui garde la forêt des cèdres, donc quelque part au Liban. Et Gilgamesh va réussir, alors même que ce démon est absolument terrifiant, et d'ailleurs donc dans l'exposition on voit sa bouche qui n'est que dents, parce qu'en réalité ça n'est qu'un hurlement terrible qui vous terrifie avant même que vous soyez devant lui. Gilgamesh, lui, courageux et fort, va le tuer, le mettre à mort, et donc on le voit à la fois le mettre à mort, et une fois que c'est fait, on a une très belle statuette de Gilgamesh qui piétine cette tête de Humbaba. Donc, pour revenir à la question, on a souvent, à plusieurs reprises, rapproché Gilgamesh de la figure d'Hercule, parce qu'en effet, on a, pour un certain nombre d'ailleurs d'autres mythes grecs et ailleurs, comme des réminiscences, et on a l'impression que son ancêtre semble bien être Gilgamesh. Donc un héros extrêmement fort qui va accomplir, c'est du moins toute la première partie de l'épopée de Gilgamesh, des travaux qui apparaissent comme surnaturels, donc des exploits, des suites d'exploits. Et là, on est face à une paire de lions qui ont perdu le reste de leur corps, mais qui étaient des lions gardiens, et que l'on a donc mis pour vous accueillir à l'entrée de la salle, bonjour, et vous rappeler que dans les bâtiments mésopotamiens, et plus particulièrement les temples, eh bien, on a des gardiens magiques, qui ne sont pas nécessairement des lions, même si ça fait partie des figures les plus sollicitées, on va dire, pendant ces 3000 ans d'histoire mésopotamienne, pour garder magiquement et protéger ces espaces qui doivent absolument rester purs pour que la divinité continue d'y résider. À partir du moment où elle quitterait cet espace qui est réservé, sacré, où tout le monde ne pénètre pas, eh bien ça pourrait être une catastrophe. On sait d'ailleurs que dans des cas de conflit, on peut emporter les statues divines.
on est devant une maquette qui date des années 1930 et donc précisément, elle a été réalisée donc en plâtre à l'issue des fouilles d'André Parrot sur le site de Tello, dont on présente une photo. On en a un peu ailleurs aussi dans l'exposition. Quand André Parrot a mené cette campagne, on voit la quantité d'ouvriers, le cubage tout à fait énorme qu'il a fallu dégager. C'est des quantités et des quantités de terre pour dégager une telle structure, puisque l'échelle du petit personnage vous montre qu'on est quand même sur une structure monumentale. C'est donc une énorme fouille, un énorme engagement de la part aussi du musée, puisque André Parrot est rattaché au musée du Louvre. En revanche, il n'y a pas eu beaucoup de matériel. Donc, je crois que c'est aussi une manière, à la fois à l'époque, puisqu'il commence à faire des expositions sur les résultats des fouilles en Orient, en Syrie, en Irak, mais aussi aujourd'hui de rappeler ces grands travaux du musée du Louvre ici, mais qui matériellement, en termes d'objets, ne se comptent pas, mais qui pourtant sur le plan scientifique sont particulièrement importants, puisque si à l'époque elle a été appelée la construction énigmatique, on considère aujourd'hui qu'on est face à un ouvrage hydraulique très important, très conséquent et qui pourrait être le premier pont connu. Alors là, on revient au fait que c'est le premier pont connu, donc pas le premier pont. En revanche, on n'en a pas avant. Ce territoire qui était donc, comme on l'a dit un peu plus avant, très irrigué, très prospère, on est à Tello, donc dans un royaume qui au IIIe millénaire est un des plus prospères de la Mésopotamie. Et bien aujourd'hui, c'est une aridité extrême et donc avec les photos d'un artiste contemporain, Émeric Luisset, qui est exposé à l'Institut du monde arabe en ce moment, eh bien, on voit bien qu'on est surtout donc dans un sol où l'eau s'est retirée, même donc outre les canaux asséchés, le golfe lui-même, on le sait, a descendu de plusieurs kilomètres, donc le rivage s'est éloigné et on a tout ce blanc qui sont les croûtes de sel de ce sol. On est devant le lion. On est devant un lion qui rugit, un lion qui ornait ce qu'on appelle la voie dite processionnelle de la ville de Babylone à l'époque de Nabuchodonosor II. Ce lion, alors il est très bien conservé, donc par rapport au panneau de briques de Khorsabad, là on a un bel exemple de ce qu'est la peinture sur briques, puisqu'en fait ce sont des briques d'argile qui sont moulées et glaçurées de manière à donner, et là pour le coup c'est Nabuchodonosor II lui-même qui en parle en général de ce système, de manière à donner une peinture qui soit à la fois en relief, colorée, brillante, puisqu'en plus comme c'est en extérieur, dans des pays qui sont quand même très lumineux, ça étincelle. Alors il faut aussi imaginer que ce lion n'était pas seul et qu'on avait en réalité 120 lions qui passaient de chaque côté, c'est-à-dire que vous étiez encadrés par eux de part et d'autre de la voie donc dite processionnelle. Processionnelle parce que c'était la rue, mais grande rue principale de la ville de Babylone qui desservait les principaux palais, les principaux temples, dont le grand temple du dieu Marduk, dieu de Babylone, où se trouvait notamment la grande tour à étages qui a inspiré la tour de Babel. Donc ces lions, on imagine qu'ils vous encadrent dans le sens de la marche de part et d'autre et que par ailleurs, comme ils ornent les deux murs, eh bien ils sont eux-mêmes encadrés de tout un système décoratif qui a disparu avec, qui n'a pas disparu mais qui n'est pas présent ici puisque ça n'est qu'un remontage des briques trouvées à Babylone, mais on les a par ailleurs. Motif de marguerite, motif de briques géométriques blanches et noires qui forment un encadrement supérieur et inférieur et qui orne encore un peu plus cette voie. Cette voie qui dessert aussi la porte dite d'Ishtar, qui est très célèbre aussi, et qui, elle, brille de bleu lapis lazuli et est ornée non pas des lions de la déesse Ishtar, puisque là, ce sont ces lions à elle, mais du dragon de Marduk et du taureau du dieu de l'orage Hadad. Là, alors, on a un effet théâtral, c'est-à-dire que nous pouvons déplacer les taureaux monumentaux entre lesquels on peut passer dans la cour dite Khorsabad du musée du Louvre.
Eh bien, avec la complicité, on va dire, du musée sémitique de l'université de Harvard, on a pu numériser ces taureaux et les restituer ainsi à l'échelle. Ce qui nous a aussi permis de replacer le seul fragment qui n'avait pas trouvé sa place dans la cour Khorsabad, et pour cause, parce qu'il est tout de même assez lacunaire. Et donc, bien qu'il soit arrivé avec les autres au milieu du 19e en résultat des fouilles, les premières fouilles françaises qui par ailleurs ont révélé au monde les Assyriens sur le plan archéologique, eh bien, cette tête est présentée, on va dire, pour la première fois, puisqu'elle est ainsi replacée de telle sorte que on devrait à peu près comprendre quelle partie du profil droit de ce taureau elle représentait. Alors par ailleurs, mise en relation ici avec un panneau de briques monumentales qui est lui aussi présenté pour la toute première fois, qui vient aussi de la ville de Khorsabad, donc l'ancienne Dur Sharoukine, la ville de Sargon, qui est une des grandes capitales assyriennes au premier millénaire, et également en relation avec une visite virtuelle elle aussi inédite, qui a été faite pour l'exposition, pour que le visiteur puisse s'immerger dans cette ville de Dur Sharoukine et plus particulièrement dans le palais d'où proviennent ces vestiges. Bien, l'idée, c'était à la fois de rappeler au grand public la monumentalité et en même temps de rappeler également quelque chose d'assez important, à savoir la destruction du patrimoine, puisque Khorsabad en a subi un certain nombre de dommages, mais également peut-être plus connu du grand public, le site de Ninive, où un taureau du même type a été et détruit et médiatisé. Ici, on est face à Ebi-Il, comme il le dit lui-même, puisqu'il a son inscription à l'arrière sur son épaule qui est gravée et qui nous dit qu'il s'agit d'Ebi-Il, donc un homme qui vivait à Mari au XXIVe siècle, avant notre ère, et Mari, un royaume qui se trouve aujourd'hui en Syrie et qui était sur une boucle de ce qu'on appelle le Moyen-Euphrate. Un royaume assez prospère et où Ebi-Il a dû assurer une charge tout à fait conséquente, donc quelque part juste avant ou juste après la conquête dite akkadienne. Ebi-Il a ici dédié une statue en prière, il est mains jointes, et l'inscription par ailleurs nous dit bien qu'il dédie cette statue à la déesse Ishtar. Alors elle est remarquable et très admirée parce que d'une taille, d'une qualité, à la fois dans la matière, les matières utilisées d'ailleurs, puisqu'on a une statuette en albâtre et des yeux de lapis lazuli incrustés dans de la coquille avec du bitume, mais tant les matières que l'exécution sont tout à fait remarquables. Là, on voit donc un démon hybride qui multiplie les pouvoirs de l'oiseau rapace, du lion, du chien. En même temps, il a un corps qui fait aussi penser au serpent. Enfin, il multiplie les pouvoirs et une attitude assez, disons, clairement menaçante en tant que démon. Donc démon a priori malfaisant, mais qui, d'une certaine manière logique, peut aussi vous protéger si vous savez retourner bien son pouvoir malfaisant contre d'autres et en particulier contre d'autres démons. Donc on a à la fois cette statuette qui a largement inspiré on va dire l'imaginaire moderne, puisqu'on le retrouve dans des bandes dessinées, dans des films, dans de l'art contemporain, et devant une plaque qui permet peut-être de comprendre encore un peu mieux comment fonctionnait cette statuette. Cette statuette qui porte un gros anneau de suspension sur la tête, qui pouvait donc être suspendu, alors soit comme plaque d'amulette de protection, mais enfin vu la taille, c'est peut-être davantage dans un endroit supposé magique d'une maison ou d'un autre bâtiment. Par exemple, les angles qui, selon des superstitions ou religions qui peuvent perdurer, sont particulièrement propices à des ondes ou des forces magiques. Par conséquent, donc probablement on l'a plutôt suspendu dans un bâtiment et son action est expliquée sur la plaque, puisqu'on le voit à la fois qui surmonte la plaque et au registre inférieur, on le voit sur la partie
de gauche, qui est en train de chasser littéralement la démone. Alors démone qui s'appelle Lamashtu, qui est en train de fuir et qui va donc sans doute, en fuyant, libérer le malade que l'on voit au-dessus, au registre du milieu, qui est allongé, qui est donc tourmenté par cette démone qui est supposée être l'épouse de Pazuzu, donc le mieux à même de la chasser pour guérir le malade qui est ainsi exorcisé. Alors ce personnage est en principe dans l'exposition, on doit même pouvoir le comprendre puisqu'il est présenté avec ses camarades et donc a priori eh bien, il pourrait deviner qu'il s'agit d'un roi. Donc d'un roi qui est ici assis, trônant, les mains jointes et donc en prière, ce que nous confirme aussi l'inscription, avec sa barbe virile, et on peut restituer a priori donc la tête qui nous manque. Il est dans un costume qui dévoile son épaule droite, dont on voit la musculature, autre signe de sa force royale. Et en revanche, du fait qu'il soit les mains jointes, assis avec ce long vêtement, eh bien, il est plutôt dans une position cérémonielle de prière dans le temple, davantage que, comme on peut le voir sur d'autres images dans l'exposition, en combat, en roi guerrier, qui, là au contraire, porte en général une tenue plus pratique, courte et dans une attitude dynamique. Et par ailleurs, donc dans l'exposition, on fait des perspectives pour montrer que cette image royale perdure sur plusieurs siècles. Donc on peut faire le parallèle avec Gudea qui se fait représenter de la même manière un peu avant. Ici, c'est probablement un roi de la cité d'Eshnuna, donc une cité, un royaume assez prospère sur la route qui mène vers le plateau iranien, mais en Mésopotamie, dans la vallée de la Diyala. Mais cette statue a été emportée sur le plateau iranien, donc dans la cité de Suse. Et elle a donc été usurpée, on a perdu l'identité exacte. Au départ, on a d'abord l'effondrement des grands empires mésopotamiens, donc assyriens, babyloniens, et à la chute de Babylone en 539 avant notre ère, eh bien, c'est l'empire perse, mais qui est donc étranger, qui va dominer cette région et qui récupère les restes de l'empire babylonien. Par conséquent, on peut considérer que c'est déjà une étape importante dans la mesure où c'est le début d'une domination étrangère durable sur la région mésopotamienne aux contours plus ou moins flous. En revanche, on observe que sur le plan de la société, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'époque perse va rester une période très prospère, plutôt même d'ailleurs propice aux échanges, puisqu'on a un grand espace de paix. Et d'ailleurs, on a derrière nous Alexandre le Grand qui va à son tour, au IVe siècle avant notre ère, récupérer à son compte l'Empire perse, qui va lui aussi, comme les Perses d'ailleurs, donc prendre Babylone, comme les Perses l'admirer, il va même vouloir en faire sa capitale, où il finira d'ailleurs par y être exposé. Et donc on considère que là encore, même si effectivement c'est une rupture politique majeure et le début d'une hellénisation de la société, Alexandre le Grand n'en est pas pour autant une rupture brutale et disons que c'est le début de la fin. On observe en tout cas qu'à partir du IVe siècle et jusqu'au 1er siècle de notre ère, eh bien, ça va être un processus certes lent, mais qui semble en même temps inexorable, avec une conjonction de facteurs économiques, puisque les centres névralgiques se déplacent, politiques, puisque la région intégrée à des empires plus vastes n'est plus qu'assez marginale, et culturelle plus généralement, puisque par exemple, et ça avait commencé déjà bien avant, eh bien, l'araméen avait supplanté l'acadien cuniforme et que progressivement on va perdre et utiliser de moins en moins jusqu'à l'oublier les vieux systèmes d'écriture qu'on avait recopiés pendant 3000 ans. Donc en parallèle de ça c'est un changement énorme et on considère souvent qu'autour de notre ère, le fait d'avoir la dernière tablette écrite en cuniforme, ça peut aussi être considéré comme une date, disons, clé et presque finale. On a aussi des facteurs climatiques, enfin on a tout un ensemble qui fait que la société changeant et tout ce que je viens d'énumérer eh bien, contribue à un phénomène qui est arrivé ailleurs et qui nous donne une leçon de modestie, à savoir la disparition de la civilisation mésopotamienne. Et plus encore, son oubli,
puisque on va oublier ces périodes les plus anciennes et ne se souvenir, puisqu'on a parlé des souvenirs vagues qu'on avait les auteurs gréco-romains et plus encore la Bible, des souvenirs qui sont de plus en plus confus, qui mélangent les lieux, les périodes, les rois, qui déforment les noms, etc. Donc je dirais que la fin de ces 3000 ans d'histoire, elle est progressive, elle a de multiples causes, comme peut-être toute fin de civilisation. Et elle conduit en plus à son oubli qui est une deuxième mort en quelque sorte. Puis sinon, on termine l'exposition par une formule qui est peut-être encore plus simple, puisque Georges Roux, qui était un grand spécialiste, peut-être amoureux de la Mésopotamie, avait dit « elle est morte de vieillesse ». On va parler d'une magnifique exposition qui se déroule en ce moment en direct du musée du Louvre-Lens. Donc à Lens, une exposition qui va durer jusqu'au 23 janvier prochain. L'histoire commence en Mésopotamie. L'exposition est aussi épaisse que le livre, mais elle est fort intéressante pour ceux qui sont passionnés de cet endroit où finalement est né, allez, n'ayons pas peur de le dire, là où est née l'écriture. Bonjour Anne. Bonjour, oui effectivement, quand on pense à la Mésopotamie, on pense à l'écriture. Et je vous invite à aller au tout début du livre, vous avez une double carte qui montre bien où est la Mésopotamie, c'est vers la page 10 et 11. Tac. Et ben voilà. La Mésopotamie, donc, c'est entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est pour l'essentiel, c'est l'Irak actuellement. Et c'est le berceau de l'écriture. C'est là où commence véritablement l'histoire, en tout cas l'histoire connue. C'est aussi le pays des premières villes, des premiers systèmes politiques, administratifs, les plus anciennement connus à ce jour. Et quand nous sommes à la recherche de nos origines, de nos histoires, de nos mythes, c'est vers la Mésopotamie que restons. Alors c'est un livre c'est vraiment le livre qui raconte l'exposition que vous pouvez aller voir d'ailleurs donc au Louvre-Lens jusqu'au 23 janvier. C'est vraiment un condensé, on va dire papier, de ce qu'il est possible de voir en vrai. Évidemment, là on ne peut montrer que la photo à l'écran parce qu'il y a tellement de trucs à montrer que c'est difficile de faire un choix. Alternance de photos, de textes et de précision. Peut-être que c'est bien de le lire avant, d'aller voir l'expo. Non, enfin ça j'en suis pas persuadée. Moi je pense que il faut aller voir une exposition. L'exposition est toujours conçue comme un voyage. C'est un voyage qui peut être initiatique, qui peut être une découverte, qui peut être une confirmation de choses que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que vous allez voir. Mais il faut le prendre comme un voyage, il faut justement se laisser surprendre. Après, si ce voyage vous a plu et si vous avez envie d'en savoir plus, il faut prendre le catalogue de l'exposition.
Mais alors, sauf pour les grands érudits, on peut acheter le catalogue, le potassé, et puis voilà. Mais je trouve qu'on profite beaucoup moins d'une exposition et du travail de scénographie qui a été fait autour quand il faut se laisser surprendre. La photo qu'on voit à l'écran, page 26-27, elle raconte un petit peu le début de la découverte, on va dire, de la Mésopotamie. Voilà, ça c'est au 19e, et c'est au 19e où on a commencé à redécouvrir, à découvrir tout simplement d'ailleurs, la Mésopotamie. Il faut savoir qu'en 1842, la France a ouvert un consulat à Mossoul. Ce sont des noms qui nous disent quelque chose. Qui nous disent, oui, Oui. par l'actualité. Par l'actualité. Et grâce à l'ouverture de ce consulat à Mossoul, on va commencer l'exploration de la rive gauche du Tigre. Et c'est là qu'on va redécouvrir qu'existaient des Assyriens au nord de la Mésopotamie et des Babyloniens au sud. Et c'est le début de grandes découvertes dont certains objets sont présents à Lens. Il y a on retient beaucoup de choses aussi sur des techniques un peu artistiques, on va dire. Alors, moi je voudrais d'abord qu'on parle de l'écriture, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas. Je vous invite à aller page 225. Ah, d'accord. Et vous avez une tablette. Une tablette qui est le plus souvent en argile avec son enveloppe. Ce qui était intéressant. Tac. Voilà, vous y êtes. C'est-à-dire que vous avez la tablette et son enveloppe. Et cette tablette sont mises en forme, elles sont façonnées à la main, comme les enveloppes. Et sur ces tablettes, on travaillait avec un calame. Donc le calame, le plus souvent, c'était fait en tige de roseau, très pointu. Et on faisait cette écriture cunéiforme. Cunéiforme, ça vient de clou. C'est parce que c'est très pointu et c'est très angulaire. Et l'argile, la plaquette, la tablette, elle était dans l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, vous aviez à nouveau le texte que contenait... en argile aussi. En argile. Donc la lettre qui pesait 50 kilos. Voilà, et qui était relativement... Mais c'est-à-dire, je pense que c'était en sécurité. Si nous, on était cassés, au moins, on avait l'autre sur l'enveloppe. Par jour, voilà, oui, non, c'est pas FedEx, il rigolait pas à l'époque. C'était une smirmorque rien que pour une enveloppe. Il y a énormément de photos. Tous les objets qu'on voit sur les livres sont présentés dans l'exposition ou pas? Oui. Voilà, vous avez, alors ça peut être de tout petits, formats aussi, et vous avez aussi des pierres, vous avez des bijoux qui sont reconstitués hypothétiquement, mais où on peut avoir une idée de ce qu'étaient les bijoux de l'époque. Et on a aussi le descriptif, c'est-à-dire que là on voit un seau en fait, avec vraiment le descriptif, exactement comme si on était au musée finalement. On a l'objet et à côté on a l'étiquette présentée. Après vous avez l'étiquette présentée, par exemple la tablette qu'on a vue tout à l'heure, eh bien c'est un contrat d'achat entre deux religieuses pour un terrain, et c'est à 6 parts, voilà, et ça date de 1800 avant notre ère. Ce qui est très touchant aussi, se rendre compte, c'est que c'est très concret. Enfin, je veux dire, les gens, on est 5000 ans avant aujourd'hui, mais il y a 5000 ans, mais finalement, il y avait des contrats. C'est du quotidien. Sur d'autres tablettes, vous allez avoir un contrat de mariage. Je donne ma fille contre tant de acres de terre, et ainsi de suite. C'est très formalisé, bien sûr. Alors, la Mésopotamie dans l'imaginaire moderne, c'est-à-dire l'imaginaire moderne, c'est Hollywood, quoi, c'est le cinéma. Là, il y a des grands péplums et des choses qui racontent. Voilà, c'est le cinéma des grands studios des années 40. C'est Sémiramis, esclave et reine. C'est la reine de Babylone. Et c'est vraiment tout le fantasme qu'on pouvait avoir autour de ces découvertes du 19e, où on pressentait, alors ça c'est plutôt orientaliste du 19e, mais où on pressentait qu'il y avait une richesse, qu'il y avait une connaissance, qu'il y avait un savoir. Et après, Hollywood s'en est emparé et ça donnait des choses très intéressantes. Mais la chose la plus étonnante que j'ai vue, et là je vous invite à aller vers la fin du livre, vers la page 246, où on va retrouver une statuette en bronze d'un démon qu'on appelle Pazuzu, voilà. Pazuzu. Et cette statuette, je suis sûre que vous deux, vous l'avez déjà vue. Si vous avez vu l'Exorciste... j'allais dire les mystérieuses cités d'or. Voilà. Si vous avez vu l'Exorciste, c'est dans les images du début. Ah oui, d'accord. Et c'est extraordinaire, parce que l'Exorciste, c'est des années 70, donc du XXe siècle. Et lui, il est un petit peu plus ancien. Comme quoi, la Mésopotamie inspire encore notre culture quotidienne. Et mot de la fin. On a encore ça. Non, on n'a plus. Mot de la fin. Bah alors, c'était les lions magnifiques sur des trottoirs en marbre rouge que vous verrez. C'est les lions babyloniens, c'est la richesse de Babylone. Tout ça, c'est jusqu'au 23 c'est à Lens. au 23 janvier, au
musée du Louvre-Lens avec l'exposition sur Internet. Absolument, louvrelens.fr et vous avez tous les détails de cette exposition, bien sûr, les horaires, les tarifs et l'adresse pour vous rendre à ce musée que je vous conseille vivement. Et prévoyez une petite valise si vous décidez de ramener ce livre chez vous parce qu'il pèse son poids, mais il est très intéressant. Merci beaucoup, Anne.